Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour un rendez-vous de la réinformation plein d'étoiles sur fond bleu et de casquette rouge. Donald Trump, à l'instant où je vous parle, s'apprête à prêter serment pour commencer son second mandat de président des États-Unis. Et ce second mandat donc devrait commencer en fanfare avec une centaine de mesures qui pourront changer la vie des Américains, mais aussi bousculer la politique du monde et notamment de notre pays. Alors Trump va-t-il sauver la France ? Est-ce qu'il peut lui nuire ? Est-ce qu'il peut influencer notre politique et notre modèle de société ? Nous allons décrypter cela dans un instant. Nous passerons sans transition ensuite à une histoire moins déterminante pour l'avenir du monde, mais assez symbolique de l'état de la France sur laquelle tout le monde vient s'essuyer les pieds et le reste. C'est l'histoire de cet immigré clandestin égyptien, présent sur notre sol depuis 16 ans, qui ne parle pas un mot de français, mais qui éjacule sur les femmes dans nos transports en commun, c'est un fait, et qui, malgré les récidives et sa situation illégale, a continué pendant ces 16 années donc de vivre librement à nos crochets jusqu'à la semaine dernière où il a enfin été condamné. Je remercie beaucoup Richard de Sèze et Arthur de Vatrigan de m'avoir fait part de cette histoire formidable et instructive et édifiante. Afin de prendre un peu de hauteur quand même avec ce thème de l'immigration, nous allons étudier ensuite les filières d'immigration qui pourraient permettre à 580 millions d'étrangers de bénéficier du droit d'asile, asile social, donc pas forcément psychiatrique, sur notre territoire. Immigration illégale toujours, nous nous moquerons de la direction de la Gaîté Lyrique à Paris, qui risque le dépôt de bilan, et c'est tout à fait réjouissant, puisque ce théâtre d'extrême gauche qui passe son temps à consacrer des spectacles aux clandestins et autres sans-papiers, qui organise notamment le Refugees Day, le jour des réfugiés, est actuellement occupé par 300 immigrés en situation illégale et soi-disant mineurs, qui ont refusé de partir après avoir été invités dans leurs locaux. C'est quand même du plus haut comique. Et comme la direction du théâtre ne peut pas les expulser sans se renier, les représentations sont annulées et le théâtre pourrait bientôt mettre la clé sous la porte. Nous en rirons dans un instant. Après cela, en revanche, nous allons pleurer avec Vincent Lindon, l'acteur, qui, dans son dernier film, dans le dernier film où il joue, incarne un militant CGT, tout ce qu'il y a de plus à gauche, et dont le fils, lui, est passé, mais alors vraiment très très à droite. Et ce sera l'occasion de vous poser, chers auditeurs de Radio Courtoisie, une question cruciale, une question effrayante. Et nous, que ferions-nous si nous avions un enfant d'extrême droite ? Je vous le demande. Enfin, si nous avons un moment, nous reviendrons sur le scandale du Pass Culture, qui a été refusé au Puy du Fou ou à différents spectacles de grande qualité, mais qui est attribué à des âneries sans nom, du moment qu'elles sont de gauche. Le ministre de la Culture, Rachida Dati, vient heureusement de revenir sur ce dossier et promet qu'il sera réexaminé. On n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, et pour parler de tous ces sujets, j'ai la joie d'inviter la bannière étoilée de la réinformation avec Richard de Sèze. Bonjour. Directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Bonjour. Adrien Renoir, oui, je ne sais plus, j'ai tellement de noms. Journaliste, et Xavier Van Leert, journaliste également. Et aux commandes, donc, Virginie qui est avec nous. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos messages sous votre nom ou sous pseudo au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou envoyer un courriel à l'adresse suivante, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous commençons tout de suite avec Trump et ce qui attend le monde. Donc à l'heure où nous parlons, la cérémonie d'investiture de Donald Trump a commencé. Le 47e président des États-Unis qui bénéficie d'une conjoncture extrêmement positive, il a des partisans exaltés, il a beaucoup de ralliés, il a des adversaires résignés, voire paralysés. Ce président, donc, qui commence vraiment son mandat en force, a décidé de promulguer une centaine de décrets pour redresser son pays, et il s'active également sur la scène internationale, notamment au Proche-Orient, et en attendant éventuellement l'Ukraine. Alors, je vous le demande, que vous inspire cette investiture, ces décrets ? À vous la parole. Qui la prend ? Eh bien, Arthur de Vatrigan, d'un point de vue français, parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours quelles sont les conséquences pour la France. Je suis pas sûr que ça change grand-chose, parce que l'Amérique, ça a toujours été America First, et que ce soit des démocrates ou des républicains au pouvoir, ils ont toujours pensé leurs intérêts, leurs divergences, leurs idéologies, mais en direct avec leur territoire, et que les obsessions françaises ou européennes, ils s'en tapent un peu.
Donc la question, c'est qu'est-ce que nous, on va faire de ce qui va se passer. Alors a priori, on semblerait aller vers un peu plus d'isolationnisme et moins interventionnisme depuis le temps qu'on réclame ou qu'on critique les néoconservateurs américains. C'est peut-être une occasion pour nous de saisir et de dire qu'est-ce qu'on va faire sans eux et se prendre un peu en main et pas attendre à chaque fois qu'ils interviennent pour pouvoir décider ou en se disant c'est pas grave, les Américains nous sauveront encore une fois. Et économiquement, je pense qu'on va souffrir. On peut être content parce que d'un point de vue sociétal, déjà de voir tous les gauchistes et France Inter pleurer, c'est toujours réjouissant. C'est peut-être pas charitable, mais ça soulage, comme disait l'autre. Donc ça, c'est sympathique. On peut se dire que la vague plutôt conservatrice, parce qu'il faudra peut-être revenir sur ce qui se passe réellement, parce qu'on parle beaucoup de Musk, on a parlé beaucoup de Kennedy pendant la campagne. Par contre, il y a un fond dont on parle peu, qui est le fond, la révolution du camp républicain, une vraie révolution intellectuelle et philosophique et politique, pour le coup qui peut être intéressante du point de vue français, parce qu'on a des passerelles bien plus... avec un fond bien plus important, avec ces intellectuels qui sont aux manettes aujourd'hui qu'avec l'ancienne intelligentsia républicaine, et on pourrait s'en inspirer. Mais d'un point de vue là, direct économiquement, je pense qu'on va souffrir. Prenez juste un exemple sur les voitures électriques, par exemple. Même Biden avait dit, du temps de son mandat, 100% de taxes. Nous, on avait dit en Europe, on va faire 35% parce qu'il faut faire plaisir à nos copains teutons pour qu'ils puissent exporter leur bagnole en Chine. Bon, voilà, ça serait peut-être temps aussi de réfléchir en disant, voilà les conséquences économiques. Et nous, comment on réagit par rapport à ça avant de penser aux convergences idéologiques? Une réaction? Adrien Renoir. Coupe la parole, Richard. Non, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Arthur de Vatrigan sur le fait que les États-Unis sont toujours des adversaires sur le plan de l'économie. Pour moi, en tant que Français, je pense que America First, on a peu de chances de voir de belles perspectives économiques pour la France, que ce soit Trump ou un démocrate au pouvoir. J'aimerais revenir aussi sur la vision qu'on peut avoir des choses en tant que Français. Moi, en tant que Français, je suis assez inquiet de voir tous les Français se passionner pour les élections américaines à chaque fois. Moi, vous savez, la cérémonie d'investiture de ce soir, je connais pas mal de personnes qui la regardent. Moi, je m'en moque éperdument. Je suis bien plus content d'être dans les studios de Radio Courtoisie. Et sur l'électorat dont parlait Arthur de Vatrigan, je pense que ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a quand même des aspirations différentes entre les géants de la Silicon Valley dont tous les médias parlent et qui ont rejoint le camp Trump. On en fera un petit point tout à l'heure. Et la base qui est plutôt conservatrice, et notamment sur la question de l'immigration, ce qui a une influence directe sur l'économie. Donc voilà, comment Trump va réussir à concilier ses forces, mais si vous voulez y revenir plus tard, nous y reviendrons plus tard. Je pense qu'il faudra en reparler un peu. Richard de Sèze, un mot sur cette investiture. Paradoxalement, je trouve que l'élection de Trump est en fait une très mauvaise nouvelle, parce que l'Union européenne va vouloir assumer le rôle du phare qui continue à éclairer l'humanité, alors que le reste de l'humanité occidentale a sombré dans la nuit du fascisme étoilé et rayé. Et le fait qu'on a déjà des réactions hystériques où on nous explique, alors je ne parle pas des transsexuels de Los Angeles qui vont au Los Angeles Progressive Shooters Club, puisque donc il y a un club pour les tireurs progressistes de Los Angeles où les transsexuels s'inscrivent en nombre, parce que voilà, en France on a toujours une vision où on a l'impression que l'intersectionnalité des luttes implique qu'on soit à la fois et transsexuel et donc forcément contre les armes. Pas du tout. Aux États-Unis, il y a des lesbiennes républicaines qui chassent à la Kalachnikov les migrants mexicains. Voilà, donc je cite des choses vraies. Je pourrais même fournir le témoignage de la dame, qui est assez surprenant. Bref, il y a en France et en Europe la tentation de montrer que nous sommes beaucoup plus vertueux que les États-Unis, et ce qui fait qu'à court terme, n'importe quelle loi particulièrement stupide, néfaste et perverse va pouvoir passer. Le premier décret que Trump va signer, ce sera contre le fait que les femmes soient internées chez les hommes si elles prétendent être des hommes, et que les hommes soient internés chez les femmes s'ils prétendent être des femmes. Et vous redoutez qu'on fasse le contre-pied et qu'au contraire, on pousse à fond les manettes dans la reconnaissance du transsexualisme, la nécessité de devenir transsexuel, la sécurité sociale remboursant à 843% n'importe quelle opération de transition de genre, là où les États-Unis, ayant décidé que les prisonniers ne pourraient plus se faire financer leur transition de genre par les deniers publics, évidemment, ça va être
une espèce de festival à l'idée stupide, et exactement comme on a vu, puisque l'affaire Roe Wade est annulée par la Cour suprême aux États-Unis. Donc le fait que on n'avait plus le droit d'avorter aux États-Unis depuis l'arrêt Roe contre Wade, et la Cour suprême annule ça en 2022 si je ne m'abuse. Et alors que l'avortement est menacé en France beaucoup moins que les puces, on nous explique qu'il est absolument nécessaire de constitutionnaliser l'avortement pour faire en sorte de protéger les Françaises qui sont bien sûr hyper agressées par une décision de la Cour suprême à 6000 km de là. Et donc vous n'avez pas ma confiance candide dans le fait que l'actualité américaine pourrait avoir des répercussions, un ruissellement, pour paraphraser. Il y a une colonisation mentale des esprits français. Au contraire, là on va vraiment avoir cet effet absolument stupide de faire le contraire. On va réagir comme un droitard quand on lui dit qu'un gauchiste est d'accord avec quelque chose. Si le gauchiste est d'accord, on va être contre. Et ben là, l'ensemble des têtes pensantes de l'Union européenne vont nous expliquer qu'il est absolument nécessaire de continuer à nous ruiner pour l'Ukraine à la place des États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, nous forçant sans doute à nous ruiner pour l'Ukraine, comme le disait Régis Le Sommier ce matin. Et c'est l'Ukraine, le transsexualisme, les langues régionales, la question du Groenland, la culture de la nouille au Kamtchatka, tout. On va faire le contraire des États-Unis et donc on va creuser notre tombe. Xavier Van Lierde. Alors pour une fois, je suis moins pessimiste que Richard. Alors certes, Trump, bien évidemment, n'a pas été élu pour rendre sa grandeur à la France et à l'Europe, mais à l'Amérique, et c'est à quoi il va s'attacher. Mais alors je pense que d'un point de vue, et que donc bien évidemment, comme l'a dit Arthur, on va certainement manger économiquement, mais c'était déjà le cas auparavant. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas nos alliés parce qu'ils ne sont pas nous. Ils ne sont pas nous, ce sont des compétiteurs, au mieux des co-pétiteurs. On est entre la compétition et la coopération, mais enfin, quand même plutôt la compétition, mais c'était déjà le cas avant. Donc là, continuité. En revanche, je pense que l'élection de Trump apparaîtra à l'avenir comme un événement historique, ou en tout cas comme un marqueur historique. C'est-à-dire qu'on est à l'évidence à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle idéologique, je pense qu'on est à la fin du cycle de la mondialisation progressiste. Voilà. La fin de l'école de Chicago. C'est une excellente nouvelle. Et je trouve que les progressistes européens sont dans une extrême mauvaise posture, en fait, une très très mauvaise posture, et notamment parce qu'il y a un découplage désormais entre le progressisme sociétal et l'innovation. C'est-à-dire qu'avant, quand on remettait en cause ce progressisme, on passait pour un ringard, partisan du retour au néolithique, et complètement tourné vers le passé. Désormais, les gens qui, aux États-Unis, rompent avec cette idéologie-là sont par ailleurs des phares de l'innovation technologique. Et donc, il y a une sorte d'archéofuturisme, en quelque sorte, qui se met en place et qui les ringardise totalement. Quant à savoir si l'Europe va du coup faire le contre-pied, le contraire, etc., en gros, le wokisme dans un seul pays, ce serait ça le projet de la gauche, puisque le monde entier bascule, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis malgré tout. C'est-à-dire que ce qui est fascinant, c'est que l'ensemble des pays du monde, on sait que ça a coûté assez cher à notre diplomatie, on a vraiment ras-le-bol de l'idéologie progressiste et des dingueries progressistes. Le bastion, enfin le cœur quand même nucléaire de ce wokisme et de cette idéologie, c'était les États-Unis. Il est tombé, on va quand même pas le regretter. Et je pense pas qu'on puisse être un plan B. Je pense qu'on était un dégât collatéral. Et donc je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle qu'on en finisse avec ces dérives-là aux États-Unis. Et sincèrement, les Américains sont des gens pragmatiques. C'est-à-dire, au-delà de Trump, pour moi, Trump, c'est qu'un symptôme. C'est-à-dire que dans la foulée, je pense qu'Hollywood va s'aligner. D'autant qu'ils ont Mel Gibson comme de la même façon Missy Dominique. Et John Voight et Stallone. La façon dont Zuckerberg a déjà retourné sa veste, à mon avis, annonce énormément de retournements de veste. Et donc, voilà, à mon avis, c'est le début d'un printemps pour les idées conservatrices. Arthur de Vatrigan. Ce qui serait intéressant, est-ce que vous êtes plutôt Arthur ou plutôt Xavier ? Je vais faire la synthèse hollandaise. Bon. C'est intéressant de savoir, c'est pourquoi il y a eu ce retournement de la Silicon Valley. Alors on nous explique, c'est parce que la liberté d'expression, en fait oui.
parce que je crois peu à l'argument de la liberté d'expression. On s'est rendu compte qu'en fait, la gauche n'aimait pas la liberté d'expression. Depuis que la gauche est gauche, ils n'ont jamais aimé ça. Je vous interromps une seconde pour citer Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, qui s'est rendu compte, en tout cas, d'une prise de conscience grave. Il est temps de revenir à nos racines en matière de liberté d'expression. Voilà, oui. ça. Mais je pense que c'est plutôt ce qui s'est passé, c'est que déjà, ils ont eu un premier épisode Trump. Il a déjà été aux commandes. Ils pensaient qu'il ne serait jamais. Il l'a été. Ils ont vu ce qu'il était capable de faire. Là, ils ne pensaient pas qu'il y retournerait. Finalement, ils ont vu qu'Kamala, ça n'allait pas le faire. Donc, et que Biden commençait à sucrer les fraises, même les pâtes ne suffiraient plus. Donc, ils ont dit, ça va être dangereux. Donc, si Trump y va, peut-être falloir se ranger un peu. Et il y a quand même quelque chose de fondamental dans le Trumpiste, c'est que ce n'est pas du tout une campagne populiste comme en 2016. Il y a eu un tournant élitiste en 2020 et l'échec de la campagne précédente de Trump a été finalement, pour beaucoup, une chance. C'est qu'ils ont pu justement opérer ce tournant élitiste en disant si on veut perdurer dans le temps, il va falloir se taper l'incruste dans les lieux de pouvoir non élus. Donc il y a évidemment la partie justice, mais il y a la partie culturelle. Si Trump parle de Hollywood en disant j'ai envoyé Gibson et Stallone se vérifier et faire l'œil de Washington pour le coup à Hollywood, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour flamber, c'est parce que il y a un pouvoir culturel, il y a un pouvoir médiatique. Et ce tournant-là a été opéré par les intellos post-libéraux. Et si on nomme J.D. Vance, il l'a nommé en disant ça va être mon vice-président, il a 40 balais, c'est-à-dire qu'a priori il a nommé son successeur. J.D. Vance, il a quand même une particularité, c'est qu'il fait partie de cette bande d'Américains qui se sont convertis au catholicisme et qui ont, en abandonnant le protestantisme, ont abandonné toute une doctrine très libérale, c'est-à-dire qu'il affirme clairement l'individualisme et le mondialisme n'est plus l'émancipation. L'émancipation passe par, il nomme le bien commun, ce qui est un truc a priori qu'on n'entend pas beaucoup aux États-Unis, l'enracinement non plus, et la nation. Et il faut rappeler que J.D. Vance s'est converti par la lecture. Il s'est converti au catholicisme en lisant René Girard et Saint-Augustin. Il n'y a pas longtemps, il a même cité Rémi Brague. Donc il ne faut pas sous-estimer. Oui, il a cité Rémi Brague. C'est quand même assez fascinant. Il ne faut pas sous-estimer. Qui était à notre antenne la semaine dernière. La puissance de ce courant-là et les révolutions alors que ça va faire dans n'est jamais venu. Saint-Augustin n'est jamais venu, mais bon. On pourrait le convoquer. Mais je veux dire, il va y avoir une vraie révolution intellectuelle et politique dans le camp républicain. Et ça, on n'a pas encore vu. Et donc, en fait, juste le pouvoir économique s'est rallié derrière. Et on pourrait peut-être justement apprendre 2-3 choses. Alors, je pense comme Richard qu'en effet, on va avoir un retour de bâton qui va être violent, mais c'est comme tous les champs du cygne. Hein. Ils vont nous envoyer plein la tronche pendant un temps court, ça va être très violent, mais on passera l'après. La question, c'est et comment on va faire comprendre en France que finalement la politique c'est une affaire de volonté, pas un sens de l'histoire comme on nous l'apprend, et qu'il est possible de faire une élection qui ne soit pas populiste comme certains veulent le faire aujourd'hui, mais que le combat culturel dont tout le monde parle et que personne ne mène se fait réellement et se fait d'une manière telle qu'on a un exemple aux États-Unis. Il faudra peut-être s'en inspirer, mais concrètement, pas juste en disant des mots et en citant Gramsci sans savoir ce que ça signifie. Alors ça, justement, on a l'impression quand même que... Enfin, je suis d'ailleurs un peu désolé d'avoir à le souligner quand même, mais les Américains nous influencent considérablement. Ils influencent positivement, enfin, ils nous ont influencé négativement en nous exportant le wokisme. Alors on pourra toujours dire c'est la French Story, etc. Mais bon, c'est quand même revenu de chez eux. Et là, ils peuvent effectivement nous aider en nous débarrassant à nouveau du wokisme. Néanmoins, est-ce que cette irruption quand même forte, réelle, de l'influence américaine, y compris dans nos milieux, n'est pas quand même quelque chose d'un peu inquiétant? Mais si, évidemment. Richard, d'abord, on a le droit de dire non. Hein, non, mais d'abord, vous avez raison. C'est vous le président de Radio Courtoisie. Je crois qu'il faut le souligner. Et il y a l'idée, non pas d'un homme providentiel français, mais d'un homme providentiel américain qui, par la grâce de son verbe, par la puissance de son pays, par l'intelligence des accords qu'il est censé conclure mieux que personne, rappelons que c'est un milliardaire minable au regard de beaucoup d'autres aux États-Unis, il n'a même pas 1 milliard à lui tout seul. Je ne voudrais pas dire que Trump est un loser, comme il a tendance à accuser tout le monde, mais enfin quand même, il est minuscule à côté d'Elon Musk et de plusieurs autres de ses soutiens. On a quelqu'un qui est présenté comme étant celui capable de sauver l'intégralité du monde, ou au contraire d'ailleurs de ruiner irrémédiablement le monde. Les gens sont en train de nous expliquer que c'est un vrai fasciste. Et alors d'abord, le fascisme, c'est l'étatisme. L'étatisme, c'est l'État fédéral. L'État fédéral, ce sont les démocrates. Donc les seuls vrais fascistes aux États-Unis, ce sont en fait ce qu'on appelle les libéraux là-bas. Mais
il n'y a aucune raison que Trump soit le sauveur de quoi que ce soit. La seule chance de l'éruption de Trump sur la scène mondiale pour les 4 années à venir, c'est effectivement que le monde redevienne véritablement multipolaire et que l'Europe puissance réussisse à se constituer vaguement face à une Afrique qui émerge terriblement et qui en plus pour elle la démographie, Qui est pas loin de chez nous, surtout. face à un Est qui là aussi est en train en Inde et en Chine de rassembler ses forces. Voilà. Trump ne nous apportera rien et en revanche le fait de le désigner comme grand ange ou grand diable est en fait une erreur complète de perspective. Non, et Adrien Renoir. Et j'ajouterais que le problème de la colonisation mentale des Français de droite par ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas que la figure de Donald Trump, c'est surtout les géants de la tech, c'est surtout Elon Musk, et je vois pas en quoi cet homme est un modèle en fait. Alors oui, il y a des conservateurs comme J.D. Vance, mais Elon Musk, jusqu'à preuve du contraire, est quand même plutôt un transhumaniste forcené, et je ne sais pas si les personnes qui se réjouissent de l'arrivée du camp conservateur qui est censé incarner le camp trumpiste aux États-Unis va vraiment être réel si on laisse le pouvoir effectif à des gens comme Elon Musk qui, je pense, soutiennent Trump de manière convaincue, ou des ralliés comme Zuckerberg qui le font que dans leurs propres intérêts. Donc, mais il le Ou soutient. Jeff Bezos, Oui. qui est le Oui. nouveau, là. Alors, pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse. Amazon, dont Bezos est le patron, donc, va donner 40 millions de dollars pour un documentaire consacré à Melania Trump, et dont le producteur Qui a est lancé sa crypto-monnaie. Je vais dire Harvey Weinstein, mais il est plus là. Melania Trump. Mélanie Trump. Oh, dis donc. Elle est la productrice de son propre documentaire. Bezos, c'était justement, il avait quand même, il avait changé de cap un peu avant, parce que de mémoire, c'est le Washington Post qui lui appartient. Et à chaque fois, le Post prend position, comme beaucoup de journaux américains. Et cette Ah oui, là, fois-ci, il l'avait interdit. et Oui. cette fois-ci, il l'avait interdit. Oui, Donc, enfin, il l'a interdit 3 ou 4 mois avant le vote. Avant le Donc, vote. c'est vraiment dans la dernière ligne droite. Il y a un an. Ah, Il a vu le canon qui commence à être chargé. vous êtes Non, entre mais les ouvriers de la je dernière heure. compare avec Zuckerberg qui, lui, a fait sa déclaration et tout d'un coup s'est rendu compte que les gauchistes n'aimaient pas trop la liberté d'expression. C'était il y a 2 semaines. Oui, Oui. mais il avait quand Bezos, même. c'est plus malin, quoi. Il avait quand même devant le Sénat américain il y a un an reconnu que comment s'appelle l'administration Biden lui avait tordu le bras dans le dos. Donc il avait lui aussi déjà donné des signes de gages. récipiscence. Et alors là, il s'est, comment dirais-je, il a fait amende honorable, le monsieur là, Zuckerberg, parce qu'il a avoué que ces soi-disant modérateurs étaient en fait de vrais censeurs marqués à gauche, et qu'en fait, ils avaient objectivement gauchisé les réseaux. Ah bah, je pense que vous l'avez de suivi Twitter au sein de et Radio d'Instagram. Courtoisie, sur Meta, Facebook, Instagram, on a tous été censurés. Il y a eu une Ah bah, vague complètement. de censure et de purge cet été. Je me rappelle Mais- bien, nous on est passé aussi, les Némésis aussi. Oui, oui, oui. Tout le monde y est passé entre juin, juillet, août. Il y avait Ah oui. une purge chez Meta. Et Meta, c'est Zuckerberg. Absolument. Oui. Et ben nous, notre compte Facebook aussi a été salement Ouais, c'est ça, je disais votre compte affecté. également. Oui, oui. Je voudrais revenir, avant de passer Richard la Dessès. parole, puisque vous tenez absolument à le faire parler à Xavier Van Leer, sur ce que disait Adrien. Si Musk soutient Trump, c'est parce que Musk a besoin d'un président qui ouvre large les vannes du financement public, et pas privé, des nouvelles technologies et qui rentre dans toutes les lubies transhumanistes d'Elon Musk. Autrement dit, les gens qui soutiennent Trump soutiennent surtout leur propre agenda politique, et cet agenda politique n'est pas cet agenda conservateur Bien sûr. dont une partie de la droite se repaît. Par exemple, l'agenda muskien ou Tescril, pour reprendre cet acronyme qu'on a déjà prononcé plusieurs fois sur cette radio, c'est on est d'accord pour l'immigration, mais une immigration choisie, ça veut dire on pompe l'intégralité des ressources de matière grise du monde entier pour qu'ils viennent aux États-Unis s'ébattre joyeusement, et on vous laisse les Sandrine Rousseau. Ça veut dire on n'aura plus que des crétins à domicile éduqués par des gauchistes dans des universités gauchistes, avec uniquement des gens qui sont en train d'étudier la sociologie des banlieues en 1844, plutôt que d'avoir des écoles d'ingénieurs, parce que tous les ingénieurs sont partis là-bas, appelés par Musk, payés par Musk. Donc autrement dit, c'est Ça une nous a cata. pas échappé. Richard, ça ne nous a pas échappé que c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de Trump et de Musk pour avoir Jussieu et Nanterre, oui. Oui, mais on n'aura plus que Jussieu et Nanterre, il n'y aura même plus Polytechnique. Mais ça, Non, moi, c'est je vous comprends. faites le pari que Ouais. Musk va gagner.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'en effet, alors Trump a gagné en rassemblant le plus large son camp. Et dans son camp, il a récupéré, en effet, la Silicon Valley. Sauf qu'il y a déjà des tensions. Il y avait des tensions pour la campagne et encore aujourd'hui. Et si je parlais de J.D. Vance, c'est parce qu'il a été nommé vice-président. Quand on nomme quelqu'un vice-président, si on dit c'est potentiellement mon héritier, d'autant plus qu'il ne pourra pas reconduire, sauf s'il change, mais j'y crois pas, et il ne pourra pas se représenter à une élection, Donald Trump. Donc j'adoube quelqu'un. Or, J.D. Vance a un parcours qui est fascinant et qui est très original dans la politique américaine. Et ce qu'il affirme va complètement à l'encontre de ce qu'affirmait toute la droite, le courant républicain aux États-Unis, et qui s'oppose notamment au tout courant libertarien, dont Musk et Zuckerberg et Bezos, évidemment, font partie. Et moi, je ne pense pas que cet alliage va tenir longtemps, et je mise simplement sur la victoire du camp Vance et des post-libéraux, parce que c'est un courant qui s'est enraciné dans les profondeurs de la machine républicaine. Mais Vance a été payé par Peter Thiel. Oui, moi, c'est les puissances d'argent qui me... Adrien Renard. Moi, je crains la force des puissances d'argent. C'est peut-être... C'est votre côté mitterrandien. Oui, non, mais oui, c'est ça, exactement. Mais non, c'est peut-être très français, mais je pense que l'attelage Vance-Musk ne peut pas tenir. Et je pense que effectivement, les voix, le peuple est du côté de Vance, mais je pense que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et pour gagner une élection, Vance aura besoin de l'argent de ces milliardaires. Donc on se retrouve face à une situation de blocage. Il peut y avoir d'autres milliardaires, mais ça tombe bien, je ferai ma chronique dessus mercredi, comme ça, pour la peine, pour embêter Richard. Le suspense est à Sur son les comble postes désormais. Je vous aime beaucoup. Xavier Onliard. Ce qui est intéressant, Qui trépigne. toutes les victoires politiques, surtout dans un monde extrêmement polarisé et avec des compétitions très fortes, sont le fruit de synthèse. Il me semble comme la synthèse trumpienne est intéressante parce qu'il a réussi ce que nous n'avons hélas pas encore réussi en France et en Europe, en quelque sorte à faire la synthèse entre les gilets jaunes d'un côté, donc populiste, et la manif pour tous. C'est-à-dire qu'on a à la fois dans Vance, par exemple, quelqu'un qui est à la fois par sa fibre populaire, rappelons qu'il est d'un milieu extrêmement populaire, dit petit blanc, les hillbillies on dit là-bas, il a écrit un bouquin là-dessus, Hillbillies Elegy, donc une ode à l'Amérique des petits blancs, et la manif pour tous par sa conversion au catholicisme et à une vision post-libertarienne, post-libérale, mais aussi, troisième élément de la synthèse, le ralliement d'un certain nombre de manias de la tech. Bon, je pense qu'il faudra peut-être, en reconnaissant simplement que les forces économiques existent. Je pense que la droite française devrait s'inspirer de cette capacité à rassembler sous une même bannière à la fois le peuple, des élites conservatrices et puis aussi des élites économiques. Alors, pour le coup, ça commence à se faire un peu en France, non ? Très peu. Un peu, avec les moyens français. Mais encore une fois, il manque. J.D. Vance incarne ça parce que c'est un type qui a réussi, qui vient en effet, les hillbillies, c'est les pecnos, c'est les ploucs, voilà. Il vient de là. Il a fait la réussite du rêve américain. Ron Howard a adapté sa biographie, son autobiographie sur Netflix. Et il coche toutes les cases. Il a fait l'armée, il a fait Yale, il a réussi dans le business, il a réussi en politique, et c'est un plouc. En France, on n'a personne en fait qui fait cette synthèse-là. Et lui est crédible auprès des conservateurs. Mais il y a Bernard Arnault. Mais Le Pen n'est plus là. Mais Bernard Arnault, c'est un plouk. Ah bon Maintenant, il est bien habillé, mais c'est un plouk. Il n'est pas intellectuel, il n'a pas fait l'armée. Voilà. En fait, il coche toutes les cases de ce qu'aiment les Américains. C'est ça qui est compliqué, quoi. On vous a pas entendu, Xavier ? Il n'a pas encore lu Saint-Augustin, Bernard Arnault. Non, visiblement. Voilà. Ni René Girard, ni Rémi Braille, bientôt. Et puis, il n'a pas fait un film sur lui. Pas encore. Est-ce qu'on a fini sur nos amis américains ? On a peut-être des messages d'auditeurs. Alors, un des intervenants, un des auditeurs de Radio Courtoisie nous dit que Elon Musk, selon lui, n'est pas un transhumaniste. Alors, oui, enfin, moi j'ai déjà lu ça dans la presse, qu'il ne se revendiquait pas transhumaniste, mais tous les secteurs qu'il finance, la recherche sur la robotique humanoïde, c'est du transhumanisme. Neuralink, mettre des puces sur les gens, enfin, c'est du transhumanisme, on peut appeler ça comme on veut. Oui, puis il a une recherche objective et annoncée de l'immortalité. Oui, voilà, donc c'est le mouvement de Tescril. Et il appelle quand même son enfant. Ça, j'ai rien contre Elon Musk, que je trouve formidable par bien des aspects, mais c'est quand même quelqu'un qui a appelé son enfant XAAE 12. Enfant eu par GPA comme tous les autres.
Oui. Ah bon? Enfin, Ah oui, non, je sais pas, pas. pas tous les autres. Non, pas mais tous. Il en a 12. Voilà. Oui, mais Il en a beaucoup. La moitié, je crois, fait par GPA. Ah oui? Ou don de sperme également. Donc bon, Ça nous ramène à notre prochain sujet. c'est même pas très Euh, réactionnaire. contrairement à ce qu'a dit Alors, Macron. un autre auditeur de Radio Courtoisie voulait savoir s'il est vrai qu'un certain nombre de femmes ont décidé de refuser tout rapport intime avec leurs compagnons aussi longtemps que Trump serait au pouvoir. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas avec leurs compagnons. Elles refusent tout rapport intime avec les hommes qui seraient susceptibles de les approcher en ayant des visées expansionnistes Des à leur pensées égard. trumpistes. Voilà. Et donc, c'est vrai. Ce qui est amusant, comme d'habitude, c'est que les médias en ont beaucoup parlé et qu'évidemment, personne n'est capable de quantifier ni le nombre exact de femmes qui ont décidé de jouer les Lysistrata, ni surtout la longanimité de leur résolution. Et enfin, la cérémonie vient de s'achever, donc, et les journalistes ont rappelé que ce sont les francs-maçons qui ont fondé les États-Unis, la division entre les loges de différents courants étant patente avec les démocrates. Voilà. Donc effectivement, il y a des origines précises aux États-Unis. À la démocratie américaine. Alors que la Qui, en République plus, est française sortie- Alors que la- oui. défaut. La Et République sorti du française ventre, est sortie oui. de la monarchie. Voilà. Ça, c'est un coup bas, là. Voilà. Je m'apprêtais à dire du mal de l'Angleterre, ce ventre, cette bête immonde dont le ventre toujours fécond avait enfanté les États-Unis, mais tant pis. Bon. Un de vos Allons-y. commentateurs dit qu'il ne tient pas compte de l'élection américaine. Radio Courtoisie a soutenu M. Zemmour pour la présidence de la République française. Il est présent à l'investiture de Donald Trump. La France, après les États-Unis, est le premier consommateur d'hamburgers. Alors là, j'ai une réponse quand même, une petite nuance à faire. Radio Courtoisie, personnellement, j'apprécie beaucoup Éric Zemmour, mais je ne soutiens pas Éric Zemmour à la présidence de la République, et Radio Courtoisie n'a aucun candidat affiché. Il y a 85 patrons d'émissions qui ont tous la liberté de soutenir rigoureusement qui ils veulent. J'ai même connu des gens qui soutenaient Wauquiez, alors c'est dire. Des gens qui ne soutiennent pas la République Et- tout court. Oui, oui aussi. Donc non, ça c'est absolument faux. Je suis désolé de préciser, mais j'y tiens beaucoup parce que je ne voudrais pas quand même qu'on ne soutient ni officiellement le RN, pour qui j'ai néanmoins beaucoup d'estime, ni Marion Maréchal, pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime, ni Zemmour, pour qui j'ai beaucoup d'estime, ni Wauquiez, pour qui j'ai moins d'estime. Voilà, Toutes les droites, toutes tous les talents. droites, exactement. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'on a donc aux États-Unis pour le serment de Trump, on a donc Éric Zemmour, on a Marion Maréchal, Sarah Knafo. Sarah Knafo, et Marine Le Pen a envoyé Louis Alliot. Oui. Et c'est assez malin de sa part parce qu'encore une fois, je pense on va payer cher en France le Make America Great Again. Great ou je sais Again, pas oui. comment on dit Et elle en- pourra en se tenir à Amérique. distance. Et elle ne sera pas affichée avec. Ouais. Et je Alors- pense que c'est une prise de risque risquée dans la communication de passer pour ce qui sont aujourd'hui des groupies de Trump en disant voilà, parce quand on va recevoir la note salée, il va falloir justifier le copinage avec Trump. Alors, il y a un problème d'ailleurs que je souligne amicalement dans notre petit univers, dans notre famille de pensée, qui est quand même la passion qui a existé au sein de notre courant de pensée, donc pour Vladimir Poutine, et qui maintenant se reporte totalement à l'Ouest, c'est le cas de le dire, pour Donald Trump. Il y a quand même un truc un peu inquiétant pratiquement. Vous savez, je connais un média qui a été financé et par des Russes et par des Américains. C'est vrai, c'est vrai, je le connais. C'est Plus pas une Radio incohérence Courtoisie. hein. prête. Non, c'est vrai, mais c'est quand même bizarre. C'est la recherche de l'homme Cette providentiel. virevolte. oui. Exactement. Bah après, c'est aussi la technique. Alors, pas pour le coup Trump, non, mais la technique de Poutine, c'était ça. C'est vous êtes dégénéré, vous allez accueillez-moi, vous allez voir, je vais retrouver votre puissance et voilà tout ce que j'aime. Ouais. Et au Canada, pour le coup, il le fait pas en France, qui se fout de la France, mais au Canada, c'est qu'en disant je vais récupérer le Canada, c'est regardez, vous êtes un pays dégénéré, moi je vais vous déwokitiser tout ça et vous allez redevenir une nation fière et plus une coquille vide. Bon, ça a toujours été, voilà, c'est à partir du moment, quand on appelle l'ingérence, c'est ça, et l'ingérence elle fonctionne quand vous êtes abandonné par ceux qui normalement doivent être vos élites, c'est-à-dire vous tirer vers le haut et vous aider, vous protéger. Quand les élites, vous pissent dessus ou vous abandonnent, bah forcément vous allez en trouver une et ça peut être en dehors de vos propres frontières. C'était une émission à fluide aujourd'hui. hein. Xavier, un mot pour finir sur Trump, ensuite on passe à notre Égyptien. L'allégeance aux États-Unis existait déjà et simplement maintenant que la gauche, les médias, enfin tout cet écosystème ne supporte pas qu'il y ait Trump, mais du temps où c'était Obama, on pouvait aller faire allégeance, considérer que c'était un phare de l'humanité, se féliciter de son prix Nobel de la paix alors qu'il avait déclenché des dizaines de guerres.
Bon, voilà, de fait, il faut reconnaître que les mouvements idéologiques et les basculements idéologiques, du fait aussi de la multiplication des instruments de communication à l'échelle de la planète, traversent les frontières, comme le nuage de Tchernobyl. Voilà. Il est normal que l'on s'interroge sur ce qu'il se passe aux États-Unis. Ça ne me choque pas, de la même façon. Alors qu'on s'interroge, oui, mais qu'on adhère de manière peut-être passionnelle, un peu moins. Oui, il peut y avoir, oui, oui, si c'est une fan attitude et qu'on devient des groupies, c'est désagréable, mais ne pas voir que cet événement certainement exprime quelque chose qui dépasse les frontières des États-Unis, Ah oui, ça, je suis d'accord. ce serait de la cécité. Voilà. On a fini ? Alors, juste un auditeur nous dit, ne vous moquez pas des gens comme moi qui se réjouissent de l'élection de Trump. Bon, Nous nous raccrochons à ce qu'on peut quand nous sommes désespérés. On a voté FN, on est allé sur les ronds-points et cela va de plus en plus mal pour le pays. Et vous avez raison, on ne se moque pas d'eux. Nous sommes juste, nous, réservés quant au bien-être que Trump apportera immédiatement aux Français. Oui. Après, pour les Américains, je me réjouis de l'élection de Trump, qui vaut 100 fois mieux que Kamala Harris. Ça, si j'étais américain, je voterais Trump. Alors là, les yeux fermés, il n'y a aucun doute. Après, voilà, je suis français. Alors, on va écouter un petit message de promotion et ensuite nous revenons pour dire du mal de l'immigration. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, s'il vous plaît, soutenez Radio Courtoisie si vous appréciez cette émission, si vous appréciez les autres, celles qu'on vous propose tous les jours. Parce que nous ne vivons que de votre générosité, nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas de publicité, nous avons simplement des auditeurs militants qui sont nombreux, mais pas encore assez nombreux. Pour faire un point d'ailleurs, je vous signale que nous sommes désormais 17 000, je crois, 600 donateurs de mémoire. Hein. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça. Et encore une fois, c'est beaucoup. Nous étions à 2500 il y a 3 ans. Mais il nous en faut 20 000. C'est vraiment important parce que c'est ce qui nous permettra ensuite de produire encore plus d'émissions, d'être surtout en sécurité financièrement parce que nous ne sommes toujours pas en sécurité financièrement et c'est quand même gênant. Et voilà, donc je tiens à remercier nos auditeurs. Alors, on commence ce premier. Un auditeur du Mans, dans la Sarthe, qui envoie 100 €. Ça doit être le papa de Richard de XVI. Mais il est mort depuis assez longtemps. Ah, pardon. Alors, bonne année à toute votre équipe. Voici un petit don pour le marathon. Ce qui me plaît à Radio Courtoisie, c'est que l'on exprime des idées fortes dans un but de vérité et de justice, dans une langue qui ne doit pas se relâcher. Alors, on se sent vraiment grandir dans une impression de calme intérieur qui fait du bien. Continuez. Il est sûr que de la sorte, vous constituerez une élite. Merci à vous, cher monsieur, et vous faites partie précisément de cette élite éclairée qui nous permet d'exister. Une auditrice de Villemade dans le Tarn-et-Garonne envoie 150 €. Félicitations à l'équipe joyeuse et compétente de Radio Courtoisie. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, pleine de réussite et de bonheur. Eh bien, merci à vous, chère madame. Merci également à cette auditrice de Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados qui envoie 150 € et qui nous dit merci de votre engagement, de votre courage, de votre liberté de parole. Vous êtes un oxygène. Je vous fais un nouveau don en espérant qu'il vous aidera à boucler votre budget. Nous avons besoin de vous. Une excellente année 2025 pour chacun des membres de notre radio et pour la France. Eh bien, une bonne année à vous aussi, chère madame. Et nous aussi, nous avons besoin de vous et heureusement, vous êtes là. Un couple d'auditeurs de Paris envoie 150 €. Chers amis, j'écoute toujours avec autant de plaisir vos émissions qui sont très intéressantes. Aucune autre radio, à ma connaissance, n'arrive à la cheville de la vôtre. Bravo et merci. Eh bien, merci à vous, chère madame et cher monsieur. Une auditrice de Paris qui envoie 250 €, ainsi qu'un poème, que je m'en vais vous lire. Le vigilant cochon de Radio Courtoisie, qui se prétend ministre de l'économie, reçoit, grâce à la fente qu'il porte sur son dos, de maigres les repas faits de quelques euros. Arrive, boulevard Murat, un joli cochon rose, le voilà. Dans le champ des micros, doucement il se pose, absolument. Au vieux quadragénaire d'antenne Courtoisie, il veut simplement tenir compagnie. Vive, oh là là, vive notre patron, vive le président Pab, c'est moi, je jure que je ne l'ai pas vu avant, qui nous offre en cadeau des émissions de choix sur les ondes agitées. Il est le grand nabab, c'est parce que ça rime, uniquement. Je mets un point final à mon poème épique, tant mieux parce que je commence à être gêné, en offrant mes bons voeux à la glorieuse équipe. Ben, merci, chère madame, merci beaucoup pour votre talent de poète et merci aussi pour votre générosité. On passe maintenant à la suite, donc un auditeur, avec ce message d'auditeur qui nous dit « Nous espérons que l'émission ne s'alourdira pas plus que nécessaire à propos des manipulations génétiques d'un clandestin égyptien, donc celui qui éjacule sur les dames dans les transports en commun.
cela déshonorerait l'émission. Écoutez, cher monsieur, sachez bien que nous allons nous tenir à distance de ce sujet et nous allons prendre la distance nécessaire pour ne pas être entachés par le côté glauque de cette affaire sordide. Alors, l'incroyable histoire du clandestin égyptien qui éjacule sur 6 femmes dans les transports en commun pendant 16 ans. Enfin, il l'a pas fait pendant 16 ans, évidemment, il y en a sûrement plus que 6 d'ailleurs, mais il a été pris pour 6. C'est l'histoire donc d'un monsieur qui s'appelle Tamer K. Tamer, ce n'est pas un monsieur de banlieue, c'est un vrai Égyptien qui vient d'Égypte. 44 ans, qui a été condamné jeudi donc à 5 ans de prison, assorti d'une interdiction définitive du territoire français. Donc là, c'est quand même plutôt sympathique. Le motif, donc, monsieur Tamer K était ce qu'on appelle un frotteur. Donc, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette pratique étonnante, je résume, et urbaine, le facétieux clandestin donc se glissait dans les transports en commun bondés, et là, donc les transports en commun qui n'étaient pas les siens d'ailleurs, et il repérait donc une femme, et je suis navré de le dire, mais se masturber contre elle jusqu'à éjaculation. Voilà, c'est ce qui a été dit au tribunal. Il a été reconnu coupable d'au moins 6 agressions sexuelles commises dans les transports franciliens entre 2019 et 2024, et il est impliqué dans une autre affaire pour laquelle les faits sont prescrits. Alors, je ne sais pas ce que ça vous inspire, sans doute beaucoup de réflexions de haut vol. Ce qui est fascinant, c'est que d'abord, il a été arrêté une première fois et relâché, oui. Parce que comme d'habitude, on a mal fait les choses, et surtout qu'il a dit lui-même, par l'interprète qui était nécessaire, puisque il ne parle toujours pas français, dans un pays où il habite, où il travaille, où il a des contrats de travail. Rappelons qu'à un moment donné, un élu de la République avait émis l'idée qu'on exige que les gens qui soient employés sur le territoire français parlassent français, et que, évidemment, Lagos avait immédiatement couiné en expliquant que c'était du racisme. Moi, ça me paraissait plutôt intelligent, d'autant que l'idée n'était pas d'être raciste, l'idée était de faire en sorte que les gens comprennent bien les consignes de sécurité. Il aurait pu en plus apprendre les règles du savoir-vivre. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'il explique, tout en étant clandestin, ayant été arrêté et les gens ayant constaté qu'il était émigré clandestin, qu'il fait des allers-retours réguliers entre l'Égypte et Paris. Donc il repasse les douanes sans arrêt, sans papier. Même la présidente du tribunal était incapable d'expliquer d'une façon convaincante la raison pour laquelle un clandestin déjà arrêté, relâché, multirécidiviste était encore une fois dans son tribunal. Voilà, c'est ça quand même le plus stupéfiant, indépendamment des histoires sordides qui sont les siennes, et d'ailleurs de la souffrance psychologique incroyable qu'il a déclenchée chez plusieurs personnes. Ah bah oui, ça on peut comprendre effectivement. Là pour le coup, on attendrait nos amis féministes, mais bizarrement, je n'ai pas vu de communiqué, je n'ai pas vu de manifestation, je n'ai pas vu de placardage sauvage dans la rue pour dénoncer ce genre de choses. Arthur de Vatrigan, est-ce que ce thème n'avait pas la bonne origine, donc ils n'ont pas réagi. Mais ce qui est fascinant, c'est que là, j'ai vu que Bruno Retailleau avait relancé le débat sur les stats ethniques. Parce que, évidemment, on n'a pas de stats ethniques en France. On les a sur les pays, d'autres pays européens, notamment les pays frontaliers, même l'Allemagne. Oui. Voilà. Donc, je vais vous donner les stats qu'on a en France, donc qui sont des stats uniquement qui concernent les étrangers. C'est-à-dire les étrangers, ce n'est pas les binationaux. Ce sont les étrangers et ce ne sont pas des origines. Donc, sur les violences sexuelles, la part des étrangers dans la population française, c'est 8%. La part des étrangers dans les mises en cause pour violences sexuelles, c'est 13%. Si vous prenez l'Île-de-France, ils représentent 14% de la population francilienne. Dans les transports en commun, leur part de mise en cause dans les transports en commun en Île-de-France pour violences sexuelles, c'est 60%. Dans tous les autres lieux hors transport en commun, c'est 28%. Et il y a un autre sondage qui est sorti, alors il faut le prendre avec des pincettes parce que c'était un petit échantillon, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de faire un plus gros, mais c'est un sondage officiel, une institut de sondage complètement légitime. Sur les viols de rue dans Paris, 14% des étrangers, 14% de la population sont des étrangers, 77% des mises en cause des viols de rue dans Paris sont des étrangers. Voilà. Et là, je donne que la proportion, parce que on n'a que ça comme stat, des étrangers. Ouais. Si vous ajoutez à ça les binationaux... Exactement ce que j'allais dire. Les d'origine... Oui, les statistiques ethniques, effectivement. Et donc le problème... Et alors, il ne faut peut-être pas forcément faire ethnique, mais peut-être de zone géographique. Ça serait plus intéressant. Sur les zones géographiques, justement, les chercheurs de l'Institut national de la démographie viennent de s'opposer au fait qu'on ajoute justement la répartition géographique des étrangers en France, en expliquant que ça ne pourrait que faire le jeu du Rassemblement national. Ça fait le jeu, voilà. En effet, ça fait le jeu. Mais voilà, on ne peut pas avoir... Encore une fois, on a eu un exemple, avec cette affreuse
histoire des grooming gangs en Angleterre, Angleterre. Un média, pendant le dernier procès des Indo-Pakistanais, viol de Mazan, procès Pellico, vous aviez tous les médias français, tous les médias mondiaux. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que en fonction de qui est la victime, en fonction de qui est le bourreau, vous n'avez pas le même traitement. Et on sait que, un exemple, on a vu la monstrueuse affaire philippine, on a quand même eu les sbires d'Anne Hidalgo qui ont enlevé les affiches de Philippines dans Paris. On a les pétasses de nous toutes qui ont dit non, ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'ils sont étrangers, c'est parce qu'ils sont des hommes. Voilà, il y a une négation de l'antiracisme aujourd'hui, malheureusement, tue. Parce que à partir du moment où vous ne voulez pas voir le problème, vous n'allez pas l'arrêter, vous allez continuer à propager en fait ce problème-là. Oui. Alors évidemment, il faut préciser que tous les violeurs ne sont pas des étrangers. Évidemment. Mais la proportion ni que tous les étrangers sont des violeurs, ça n'est pas vrai. Non, mais la proportion est tellement grande qu'on pourrait déjà... On pourrait presque le croire. En appliquant les OQTF et en expulsant directement toutes ces personnes mises en cause, parce que la part des récidivistes est très importante, vous pouvez déjà éliminer ce problème de manière assez simple. Après, il faudra s'occuper de tous les autres problèmes de violence sexuelle qui ne sont pas liés à l'immigration. À l'immigration, évidemment. Absolument. Alors, ça rappelle d'ailleurs, moi j'aimerais bien insister quand même sur l'attitude immonde des néo-féministes, parce que là, encore une fois, c'est quand même un scandale qui est notable tout de même, qui a fait un peu des sujets dans la presse cette semaine, et on n'a entendu aucune féministe en parler, de gauche en tout cas, et ça nous rappelle quand même cette histoire des agressions de rue, du harcèlement de rue plutôt, à la Goutte d'Or, où une abrutie ou une ministre, je ne sais plus, avait demandé qu'on élargisse les trottoirs. Oui. Une ministre qui vient d'avoir la Légion d'honneur, il faut saluer la chose. Et à Cologne, à la suite des viols massifs de jeunes femmes allemandes par des immigrés, des féministes avaient non pas protesté contre l'immigration ou demandé l'expulsion de ces salopards, ils avaient dit qu'il fallait se débrouiller pour donner à ces immigrés, je cite, accès aux femmes. Et ils avaient appelé authentiquement à un geste militant qui aurait consisté à avoir des rapports sexuels de militantes de gauche, j'imagine, avec ces immigrés pour qu'ils aient, je cite encore, un accès aux femmes, ce qui est assez phénoménal. J'avoue qu'on n'imagine pas ça si un cadre supérieur blanc de 50 ans met une main aux fesses d'une secrétaire ou simplement lui dit qu'aujourd'hui, elle est bien habillée. Là, on aurait évidemment le harcèlement, le paternalisme, le mansplaining, splaining, etc. Ou les trucs man et qui finissent par ing. Voilà, c'est ça. mais c'est phénoménal quand même, cette espèce de deux poids, deux mesures. On le connaît tous, évidemment, mais je ne me lasse pas d'en dire du mal. Xavier Van Lierde. Oui, mais sur ce sujet, ce qui est absolument fascinant, c'est que dans de nombreux tribunaux, dans de nombreuses affaires d'agression sexuelle commises par des étrangers, les avocats qui défendent ces agresseurs plaident le fait que leurs clients ne maîtrisent pas les codes culturels du pays d'accueil, et on a d'autres, et c'est considéré comme circonstance atténuante. Oui, alors figurez-vous, je reviens quand même, parce que comme Richard et Arthur m'ont donné l'idée de ce sujet formidable de l'Égyptien, j'ai quand même fait des recherches. Je suis tombé sur des choses fascinantes. Alors déjà, toute l'histoire du porno égyptien que j'ai découvert sur Google, grâce à vous, merci messieurs, mais j'ai aussi découvert... Alors, il faut attention, nous n'avons pas dit à Pierre-Alexandre Bouclet de se renseigner sur le porno égyptien. Non. Nous l'avons dit qu'il y avait un type qui avait des pratiques sexuelles bizarres dans le métro parisien et qu'il était égyptien. Et en tapant des recherches sur Google, voilà, vous avez été amené à consulter des sites que ni Arthur ni Matt connaissent. C'est pire que ça, parce que je vais faire mon type de gauche, je vais balancer. C'est après avoir fait des recherches Google pendant une semaine et à tomber sur des sites de porno égyptiens que j'ai découvert ça par l'article du Figaro qui arrivait en tête de liste de recherche. Non, mais j'ai découvert quand même que, je ne sais pas si c'est historiquement fondé, que les pharaons égyptiens allaient se masturber pour éjaculer dans le Nil. Il devait y avoir comme ça un rituel de fertilité. Alors peut-être que ce monsieur avait des ancêtres pharaons, enfin j'en sais rien. Vous écoutez la chronique culturelle de Pierre-Alexandre Bouclet. Non, mais j'essaye de comprendre, moi, monsieur, parce que ça revient à ce que disait Xavier, ils n'ont pas les mêmes codes culturels que nous. Peut-être que chez eux, c'est tout à fait normal, si on a un ancêtre pharaon, d'aller s'amuser comme ça sur les imperméables. Je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie de regarder les films égyptiens. Mon Dieu, attention. Non, il y a un cinéma égyptien excellent, avec notamment la manière dont les femmes sont harcelées dans la société égyptienne. Mais on se souvient de la place, comment s'appelait cette place, la place où il y a eu le printemps arabe en Égypte.
où il y avait précisément des viols massifs Oui. de Voilà. femmes. Et donc ça, la société égyptienne était effectivement avec des codes culturels différents des nôtres, Oui. mais les cinéastes égyptiens, eux, n'essayent pas d'expliquer que tout va très bien sous le meilleur des mondes Oui. et sous le patriarcat du coin. Et qu'on a beau être pharaon, on n'a pas tous les droits. Xavier, pardon, je vous ai grossièrement interrompu. Oui, non, j'avais terminé. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque les codes culturels des autres sont toujours considérés comme des circonstances atténuantes, les codes culturels, en revanche, autochtones, sont considérés comme des occasions d'être condamnés. Voilà. Oui, bah c'est vrai. C'est vrai qu'à partir du moment où Pas on seulement dans ces reconnaît affaires-là. qu'il y a une différence culturelle, pourquoi pas, c'est quand même très méprisant pour leur culture, mais bon, s'il y a une culture de viol réel Si c'est comme ça. Oui. qui veut dire qui est enracinée et qui est même transmise Oui. de clan en clan, Il y a bien des étuis il péniens. faudra nous alors. expliquer, dans ces cas-là, pourquoi ils refusent toujours l'assimilation. Dans ces cas-là, on n'a que les immigrés parce qu'on a besoin d'eux. Le code culturel, c'est de violer, d'après ce que disent les avocats, mais les mêmes vont dire qu'il ne faut pas assimiler. Donc ça veut dire qu'on accepte de prendre le risque qu'ils violent des Françaises. C'est un en risque. fait, la traduction, c'est ça, mais qu'ils Oui. qu'ils le disent vraiment. Mais comme nous sommes voilà. pour l'accueil et la diversité, on prend ce risque. Avec, évidemment... Non, mais c'est la même chose qu'en Grande-Bretagne, c'est-à-dire que on peut sacrifier des innocents. les femmes autochtones, et y compris les gamines en Grande-Bretagne, sur l'autel du vivre ensemble. C'est-à-dire que le vivre ensemble étant un objectif eschatologique désormais, eh bien, c'est pas grave qu'au passage, on lui offre comme ça des victimes pour expier par ailleurs notre passé, puisque notre culture, elle, doit être expiée. Tout ça relève de l'asile psychiatrique. Hein. Oui, du droit d'asile psychiatrique. On va justement passer... Oui, Non, Adrien je vais Renoir. juste rajouter une chose sur dans cette affaire. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est il avait été relâché pour un problème de procédure. Et j'ai l'impression, alors j'ai pas eu le temps de faire Tant ça que c'est avant pas de l'émission. prostate. Non mais de faire la recension de faire la recension de toutes ces histoires dont on nous dit que l'accusé a été relâché dans un premier temps sur une affaire similaire avec un problème de procédure. Oui. Oui, mais C'est-à-dire la garde à vue, par exemple, l'heure de garde à vue ne correspondait pas aux deux rapports sur lesquels c'était écrit, évidemment. Et de toute façon, tous les policiers parlent de la... s'il n'y a plus de police judiciaire en France, c'est pas parce que Darmanin fait son cingouin, il a flingué, c'est aussi parce qu'il n'y a plus un poulet, il n'y a plus un jeune en école de police qui voulait faire la police judiciaire, parce que c'était que d'affaires de procédure en permanence et de la paperasse qui durait des plombs pour être certain que lorsque on avait attrapé le violeur avec toutes les preuves qu'il fallait, juste parce qu'on s'était gouré de date ou que la police n'était pas en Ariane 15, qu'il allait être relâché. Et c'est un vrai sujet, mais malheureusement, l'état de droit passe un oui, voilà. Ouais. Mais ça, c'est un Faire vrai revenir problème, le bon sens dans effectivement. la justice et pas faire de l'état de droit pur et abstrait et Oui, nul. parce que en plus, D'autant que la justice n'excipe de ces erreurs de procédure, là aussi, que dans des cas bien précis. Oui. et surtout, malheureusement, ça concerne donc le délinquant sexuel, mais ça concerne aussi le trafiquant de drogue, le voleur à l'arraché, enfin tout. C'est-à-dire qu'il y a une telle tonne de paperasse que effectivement les avocats des voyous ou des criminels en profitent pour effectivement s'insinuer et puis faire libérer des gens qui devraient être en prison. Alors, on va passer à la suite. Avec ce courrier d'un auditeur qui nous dit, donc ce sera les 580 millions d'immigrés éligibles au droit d'asile, et moi, comme dirait Dutronc, un auditeur donc nous dit, arrêtez, il a dû se tromper d'antenne, arrêtez s'il vous plaît de conspuer en permanence l'immigration, elle est vitale pour nous, elle fournit les gros bataillons de personnel dans les hôpitaux, y compris parmi les médecins, que deviendrons-nous sans elle ? J'ai bien envie de vous répondre, mon cher monsieur, oui, cher monsieur, y compris nos prêtres deviennent de plus en plus africains. Faut-il s'en réjouir ? Nous ne sommes même plus capables d'avoir une caste sacerdotale dans ce pays. Certes, voilà, en tout cas, il peut se réjouir, peut-être ce monsieur. Au moins 580 millions de personnes donc, pourraient bénéficier du droit d'asile et venir animer nos hôpitaux, nos églises et autres. C'est une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Ce nombre a augmenté, pour les gens qui ont un esprit statistique, de 245% entre 2009 et 2023, je vous laisse faire des projections pour 2050, ça représente 7% de la population mondiale. Et moi, ça m'a évoqué ce dessin de Conque qui me fait rire à chaque fois que Tout je le le monde vois. il est français. Où on voit deux petits martiens sur leur planète et qui regardent la Terre, et il y en a un qui dit à son copain « Et nous, on est français ?» Et l'autre lui dit « Ben oui, tout le monde est français. » Donc c'est 580 millions de personnes qui vont venir enrichir notre société. Qu'en pensez-vous ? Alors, le travail Richard a été de mené Sèze. effectivement par l'Observatoire de l'immigration, et j'ai oublié ce que signifie le D, pardon.
Et de la démographie. Et de la démographie, donc où il y a entre autres Monsieur Driancourt, donc ex-ambassadeur de France auprès de l'Algérie. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils se sont contentés en fait de regarder les textes qui portent sur le droit d'asile et de voir quelles personnes avaient droit à ce droit d'asile. Voilà. Donc mathématiquement, en fonction des critères qui sont évidemment extrêmement relâchés, extrêmement peu discriminants, pas du tout sélectifs, 580 millions de personnes aujourd'hui dans le monde peuvent débarquer chez nous en respectant exactement les critères nécessaires pour que la France non seulement les accepte, mais soit obligée de les accepter, puisque avec la justice qu'on a et les lois qu'on a et le système européen dans lequel nous sommes enserrés, on ne peut pas les refuser. Voilà. Sachant que les 2/3 des demandeurs de droit d'asile sont déboutés, si l'information fuite, elle fera fuiter parce que les ONG servent à ça en disant regardez, on a trouvé un truc, vous pouvez entrer, on fait une règle de 3, ça fait 1,5 milliard qui débarque. Voilà, c'est ça la réalité. Parce que de toute façon, les ONG et les associations font de la promotion pour embouteiller cette nouvelle voie de l'immigration qui est le droit d'asile. Oui. Alors, le droit d'asile en France, voilà, je vous le dis, si vous ne le saviez pas, chers auditeurs de Radio Courtoisie, donc c'est un principe juridique qui permet aujourd'hui à une personne soi-disant persécutée ou réellement persécutée, ou en danger, ou soi-disant en danger, dans son pays d'origine, de demander la protection de l'État français. Et ça repose soi-disant donc sur un respect des droits humains fondamentaux et le refus de renvoyer une personne vers un pays où elle risque des persécutions, des traitements inhumains ou dégradants, etc., etc. Je signale tout de même qu'il est attesté que les filières d'immigration inventent des motifs totalement bidons et assumés, notamment, et ça c'est quand même assez ironique, et on sent que le mafieux de l'immigration clandestine est taquin, l'homosexualité en pays musulman. Et ça, c'est quand même assez gonflé. Alors je ne sais pas qui ose d'ailleurs assumer ou endosser ce critère, mais ça marche. Parce que moi j'ai discuté avec des... Toutes les assos LGBT ne sont pas toutes pourries et tarées. Il y en a qui font vraiment un travail à l'étranger, parce que c'est notre principale source pour démontrer l'influence politique des LGBT qui se foutent éperdument des droits des homos, et tout ce que vous voulez derrière, et qui font juste de la politique, et donc ils me balancent tout ce qui se passe. Et en effet, en Afrique, il y a eu cette filière-là qui est très importante, notamment dans des pays où, a priori, il n'y a pas de dictateur en place. Sauf que le problème, c'est qu'à Paris, vous avez des subventions pour créer des logements pour accueillir des homosexuels réfugiés. Et donc, vous vous retrouvez avec des Africains qui, on leur dit, dès que tu es homosexuel et que tu es persécuté, tu vas venir en France. Ils débarquent en France et ils se retrouvent logés. Alors, en plus, généralement, c'est des appartements qui sont plutôt bien situés, dans des immeubles où ils partagent des colocs avec d'autres homosexuels, mais qui sont vraiment des homosexuels. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, la cohabitation. La cohabitation se passe mal, et le faux homosexuel finit par tabasser son colocataire parce qu'il est homosexuel. Et ça, c'est une réalité. Voilà, c'est le problème, c'est que vous avez des filières qui vous dites que vous faites ça. Or, à Paris, là, vous payez, vous, si vous êtes parisien, vos impôts partent pour financer des logements pour accueillir des homosexuels. Et en fait, on crée encore plus d'homophobie. Voilà la réalité, quoi. Xavier Van Lier, un mot sur ces 580 millions de joyeuses personnes qui risquent d'arriver chez nous tout à fait légalement, donc ? Oui, ça prouve qu'on ne maîtrise plus du tout notre politique d'immigration, puisqu'en fait, ce sont les juges qui en décident, tout simplement. Donc, il faut absolument sortir de système. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose que cette batalité. Non, mais voilà. Est-ce que vous pensez surtout que ça peut réellement nous menacer, ou est-ce que, justement, on va essayer de prendre un peu les devants pour... Évidemment, on est menacé. Et Arthur a raison de le souligner. Il y a aussi des immigrés musulmans qui expliquent qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, et donc qui débarquent en France, évidemment mal accueillis par les services de l'immigration parce qu'ils sont chrétiens, mais ensuite très bien accueillis par la population musulmane en France. Et on se retrouve avec des personnes qui ne partagent vraiment absolument pas notre système de valeurs, comme n'importe quel Égyptien fréquentant la RATP, et qui sont en fait des bombes à retardement. Vous vous souvenez que parmi les terroristes scandinaves ou parmi ceux qui ont commis des attentats en Scandinavie, il y avait justement de prétendus réfugiés chrétiens qui en fait étaient chrétiens, là aussi, comme nous sommes sardines à l'huile, vous et moi. Oui. À Annecy, c'est ça. C'était soi-disant un chrétien, oui. Il s'était pointé en disant « je suis un persécuté chrétien ». Oui, tout à fait. On lui avait dit de dire ça. Je pense qu'on lui avait dit de dire ça. Généralement, c'est ça. En revanche, Xavier Van Lier. C'est l'assassin du professeur Dominique Bernard était un réfugié afghan.
Voilà, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Mais il était La quoi famille Moboukov. Chrétien ou Ouais. non, il se revendiquait chrétien Chrétien, ou ouais. homo ou... Non, mais ils étaient réfugiés, ils fuyaient un Ah oui, régime. il fuyait les talibans. Oui. Hein, Non, mais mais Oui. néanmoins, Et il est venu ça ne égorger nous un empêche prof. pas- mais ça ne nous empêche pas ensuite, au nom de l'islam, de tuer un prof. Non, Ah oui. c'était pas un Afghan, c'était un. Ça, c'est un Tchétchène. Ouais. C'était un Tchétchène et la Ah oui. famille, en effet, avait été accueillie pour ça. Ah oui. Ensuite, comme ils avaient compris que C'est sûrement ce qu'on appelle les islamistes modérés. C'est-à-dire qu'ils fuient ou la inclusifs. dictature talibane ou je ne sais quoi dans leur pays, qui est quand même un peu excessive, et comme ils sont modérés, ils Et viennent en France pour égorger. C'est ce qui s'est passé, c'est que la famille avait été Persécutée, expulsée. oui. Finalement, le père était revenu, Oui, les enfants aussi, avec ses le 4 HLM enfants. était gardé, puis il y a eu un autre avis d'expulsion. Là, nos amis communistes du Parti communiste, la section communiste de la ville ou la région, plus les associations avaient embouteillé, comme ils savent très bien faire les tribunaux. Et ensuite, ce qui s'était passé, c'est que l'assassin, on lui avait dit non, il ne peut pas le renvoyer, parce que s'il l'a envoyé, il va être persécuté chez lui. Réellement Oui, persécuté. Oui. Sauf que, bon. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui partout, c'est que les types sont prêts à vous dire droit dans les yeux, c'est arrivé sur les plateaux télé, en disant ce type est affreux, il a violé une femme ou il a assassiné un prof, mais s'il revient, en fait, s'il revient dans son pays, il va se faire torturer, c'est quand même pas bien. C'est ballot. Et alors, Il il y le a- dit sincèrement, Oui, je sais. c'est ça qui est effrayant. Ben, quoi. c'est comme Sandrine Rousseau, j'allais dire Sardine Rousseau, parce que tellement j'ai l'habitude de sa parodie, mais c'en est une parodie. Elle avait authentiquement dit qu'il ne fallait pas renvoyer les étrangers violeurs parce qu'ils risquaient de violer des femmes dans leur pays. Exactement. C'est comme... Elle l'a dit. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte du Oui, mais délire c'est- intégral qui doit régner dans le cerveau de cette dame. Sur la C'est- meurtrière de Lola, ils avaient dit la même chose en disant oui, mais s'il n'avait pas été en France, elle aurait découpé une gamine en Algérie. Algérienne, bah oui. Alors autant donner nos Français. Mais c'est monstrueux, c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai, c'est quand même. Oui, non. non, mais c'est effrayant. À un moment, même quand on arrête de prendre au second degré, c'est phénoménal de bassesse. Si un jour on juge ces gens vraiment, vraiment. C'est une idéologie meurtrière. hein. Oui, il y a une notion quand même de crime contre l'humanité qui existe, je pense. Quoi. C'est hallucinant. Je voulais faire un petit point aussi sur les chrétiens d'Orient, effectivement, parce qu'il se trouve que j'en ai croisé beaucoup pendant les 10 dernières années. Et ceux qui viennent justement trouver refuge en Europe, généralement d'ailleurs repartent, mais ceux qui restent nous disent vraiment qu'ils sont sidérés par ce qui se passe dans notre pays et qu'en fait nous courons droit vers ce qui leur est arrivé à eux. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et généralement, de toute manière, eux-mêmes sont persécutés dans les banlieues françaises, ou en tout cas les banlieues de l'immigration en France. Eh bien, être chrétien, bien qu'arabe aujourd'hui, est un péril. C'est-à-dire que c'est un motif de persécution, comme pour n'importe quel chrétien qui se trouverait en Irak, dans un mauvais endroit. C'est vraiment devenu comme ça, et ces gens s'enfuient au Canada, où à mon avis, les attend à peu près la même chose, mais bon, ça, tant pis, ils font leur choix, où ils en finissent par rentrer chez eux. Voilà. C'est quand même effroyable de se dire qu'en réalité, nous ne sommes plus du tout la fameuse et soi-disant terre d'accueil que l'on se prévaut d'être, en fait. C'est-à-dire que nous avons créé les conditions du chaos chez nous et de la persécution chez nous en important des gens, des populations, qui sont les persécuteurs, en fait, que les mêmes réfugiés fuient. Et pour ceux qui ne sont pas forcément, qui ont fui, mais qui... Les apostats, par exemple, en France, il y a une étude de Grégoire Pupin qui est sortie il y a 2 ans, il y a eu très peu de relais dessus, et qui montre qui explique très bien comment les Français qui sont apostats sont obligés non seulement de quitter évidemment la ville, mais surtout d'avoir une autre identité, oui. comme en fait des identités de protection de témoins, parce qu'ils sont menacés de mort. De mort. Les ouais. apostats de la religion musulmane. Oui. Ah bah oui. Parce que les apostats pardon. des autres religions, ça se passe Oui. bien pour eux. Oui. hein, c'est- Et du bouddhisme. non, mais évidemment, il y a Et d'autres du apostats. christianisme. Moi, j'ignorais qu'il y avait. Je pensais que c'était que chez les musulmans qu'il y avait des apostats. Il n'y a que là qui sont tués. Xavier Van Lierde. Oui, et lorsqu'un musulman se pointe dans une église pour expliquer qu'il veut faire une démarche vers le Christ, généralement, s'il ne tombe pas dans une église de sensibilité traditionnelle, eh bien le prêtre va lui expliquer, la plupart du temps, et j'en parle à dessein car j'ai connu des gens à qui c'est arrivé, qu'il ne comprend pas. Le curé ne comprend pas, mais pourquoi il y a différents chemins qui mènent à Dieu, et la sagesse, etc., etc., etc. Donc même l'Église n'est pas un sanctuaire et ne leur tend pas la main. Donc c'est vraiment absolument effroyable la situation dans laquelle ils se trouvent. Absolument. Là-dessus, pardonnez-moi, je rebondis. Il est intéressant de constater que les protestants en Algérie sont persécutés
qu'en fait le gouvernement algérien vient de décider d'interdire d'une manière générale l'accès à tous les temples protestants qui réunissaient en fait plusieurs dizaines de milliers de musulmans convertis. Et ça ne change rien pour les églises catholiques, car il n'y a que les expatriés qui les fréquentent. L'église catholique, évidemment, se faisant une gloire en Algérie de ne convertir personne. Et d'ailleurs, un des récents cardinaux nommés par François, président de la conférence épiscopale comme ça de l'Afrique du Nord, est un des théoriciens de la non-conversion. Autrement dit, ces gens qui passent leur temps à promouvoir la diversité, l'accueil et la multiculturalité sont en fait en train de réinventer tout simplement une église réservée aux blancs riches. Ah bah oui, alors c'est d'ailleurs parce marrant que le musulman moyen, on n'en veut pas en fait. Sous prétexte que sa religion est admirable, ce dont le musulman qui a envie de se convertir doit peut-être douter, et sait-on jamais, et peut-être plus au courant que le curé qui est en face de lui, de la manière dont sa religion l'épanouit personnellement ou pas. Eh bien non. Voilà, la religion catholique en Afrique du Nord a décidé que il était sociologiquement plus intéressant qu'il restât musulman. Et en plus, ça leur permet d'avoir leurs églises à expatrier. Oui, à ne pas se faire Pas griller. seulement Oui. en Amérique du Nord, y compris en France. Oui. Alors vous avez des exemples de ça? Ah bah oui, ceux dont vous parliez à l'instant d'ailleurs, oui. Alors je dois dire que ça ne se fait pas qu'avec les musulmans, parce que j'ai personnellement connu des cas de Français qui cherchaient le baptême et à qui on proposait effectivement la carte avec le menu, quoi, c'est-à-dire bouddhistes, musulmans, juifs, protestants, je ne sais quoi, authentiques, dans des églises catholiques. Oui, bah, On se demande. le cas que je connais, donc cette personne se pointe dans une église, explique qu'il souhaite rentrer dans une démarche qui va le mener à faire devenir catéchumène et donc Se faire baptiser, oui. et dans les explications qu'il donne, il critique sa religion d'origine, donc l'islam, et donc le curé lui explique en retour que non, Faut pas il peut stigmatiser. faire ça, car c'est quand même une religion de paix et d'amour, et que c'est scandaleux de s'exprimer de la sorte. Alors, c'est quand même une situation totalement délirante, et en fait scandaleuse. Je ris, mais en fait c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, mais bon. Je suis Hélas, désolé d'avoir ri, ça n'est pas drôle. C'est la politesse du désespoir. Je le dis d'ailleurs pour les auditeurs qui nous écoutent. Je pense qu'à un moment, si on n'en rit pas, on se suicide. Bon, on a un auditeur qui nous dit: le film remarquable concernant le harcèlement physique des femmes en Égypte s'appelle Le Bus 678. Exactement. Nous conseillons à toutes les personnes de le voir. Donc le Bus 678. Un auditeur nous dit: écoutez tout de même le discours d'investiture pour imaginer la grimace de la bande qui est chez nous au pouvoir. Oui, ça c'est vrai que ça peut être rigolo. D'autant que François Bayrou vient de se découvrir anti-atlantiste et qui met en garde contre l'impérialisme américain. C'est bien, il était temps que ça lui arrive. Et une auditrice nous dit: en 91, la couverture du Figaro Magazine titrait Immigration ou invasion, avec une Marianne voilée en couverture. Oui, on s'en souvient tout à fait. Nous avons la réponse et le reste tombe sous le coup de la loi. Donc je prie cette auditrice de me pardonner, mais je vous laisse imaginer, chers auditeurs, la bonne réponse. Moquons-nous un peu, continuons de rire. C'est la Gaîté Lyrique, donc théâtre, qui est occupé par les clandestins qu'elle défend. Donc la célèbre salle de spectacle parisienne est occupée depuis le 10 décembre par des immigrés illégaux qui se disent mineurs. Et ce théâtre donc a annoncé que tous les événements, tous les spectacles prévus étaient supprimés, au moins jusqu'au 24 janvier, ou déplacés dans d'autres lieux partenaires, je cite leur communiqué. La direction de l'établissement, donc, qui refuse de mettre les immigrés à la rue, annonce le risque du dépôt de bilan. Alors, je suis désolé, mais moi, ça me fait rire. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous intéresser à ce sujet et ce que ça vous évoque, mais je trouve ça follement drôle, personnellement. En fait, en novembre 2024, ils ont lancé une grande opération qui tourne autour de la migration, et donc il était nécessaire, avec une programmation effectivement qui s'étalait sur plusieurs semaines, 2024-2025, pour bien faire comprendre le phénomène migratoire, permettre aux Français d'en avoir une juste opinion, c'est-à-dire de trouver ça épatant, et évidemment, dans un souci pédagogique, non seulement ils ont fait venir des migrants pour qu'ils puissent témoigner, mais aussi il y avait certaines des séances qui étaient réservées aux migrants pour que les migrants, sans doute, puissent apprendre qui ils étaient eux-mêmes. Et donc,
et une meilleure opinion d'eux-mêmes. Et donc tout a été fait pour bien les accueillir. Et peu à peu, donc effectivement, 300 migrants ont décidé de ne pas du tout quitter la gaieté lyrique, ces salles, ces couloirs, la buvette, ces fauteuils. Et donc la gaieté lyrique donc est du côté du boulevard Sébastopol. C'est un espace dédié aux arts numériques entre autres, avec conférences, expositions, etc. Et là, peu à peu, évidemment, les médiateurs culturels n'ont pas réussi à faire partir les jeunes migrants. Je dis jeunes puisqu'ils sont censés tous mineurs. Ils sont censés être mineurs. C'est-à-dire l'une de leurs revendications est que cette présomption de minorité ne leur soit pas arrachée. Oui. Puisque donc maintenant il y avait la présomption d'innocence, maintenant il y a la présomption de minorité. Et on se retrouve avec donc une institution culturelle au bord de la faillite qui a quand même essayé de demander l'évacuation des mineurs, alors du bout des doigts, du bout des lèvres, discrètement, en se cachant derrière un paravent, mais la mairie de Paris a expliqué qu'elle ne pouvait rien faire. Et ne voulait rien faire. Et que c'était à l'État de s'en occuper. Voilà, et donc les migrants ont été appelés par des gens généreux et ils les ont payés en retour de la générosité, de la richesse de leur présence. Exactement. Et donc les autres en crèvent. Arthur de Vatrigan, incorrect. En fait, ce dont on rêve est enfin arrivé. D'entendre tous ces multiculturalistes, pro-immigrationnistes, on leur dire un peu démagogiquement et avec le ton populiste de accueillez-les chez vous. Là, c'est arrivé. Et donc, on peut que se réjouir, en fait. Et puis, j'ai envie de poser ma tente devant et regarder ce qui se passe. Mais je me rappelle, il y avait eu ça à la mairie de Paris il y a 1 an, je crois. Des clandestins, probablement mineurs, comme vous, Pierre Alexandre, avaient envahi la mairie, avaient forcé les portes. Alors, ils n'avaient pas de transpalette cette fois-ci, mais c'était rentré. Et puis, ils avaient planté leur tente devant. Puis, au bout d'un moment, ils s'étaient rentrés en disant on réclame des HLM. Parce que vous avez dit, ils avaient peut-être lu le discours d'Hidalgo qui avait dit qu'elle voulait accueillir toute la misère du monde. Et donc, ils avaient forcé l'entrée et forcé forcément la mairie. Elle est relogée dans des bâtiments. Donc, la méthode, on les connaît. Ils viennent, ils installent, on les reloge. Mais Là, c'est très agréable. C'est le monde de la culture. Exactement. Voir le monde de la culture parisien déposer le bilan. Moi, je trouve ça franchement jouissif. Je me sens C'est égyptien. amusant. Oui. Voilà. C'est formidable. Et alors, ils prétendent qu'ils n'ont que 30% de subventions et que 60%, j'espère que c'est vrai, parce que ça veut dire que 70% de leurs revenus viendraient donc de la représentation des spectacles. Et de la buvette. Et de la buvette. C'est la buvette, surtout. Mais j'imagine que l'alcool va bientôt être interdit, puisque... Il ne doit plus y en avoir, surtout. Hein. Je ne sais pas quels sont ces mineurs. Enfin, quelle est la religion de ces mineurs. Alors, ce n'est pas précisé dans les articles. Ça peut être un peu varié. Des Inuits bouddhistes, probablement. Oui. Des habitants du Groenland. Voilà, qui fuient Trump. Qui fuient Trump, ils ont peur. Voilà, et avec tous les transsexuels du Los Angeles Progressive Shooters Club qui vont finir par débarquer en France. Xavier Van Leer, d'un mot peut-être sur cette affaire plutôt rigolote. Moi, je me réjouis, comme tout le monde, de les voir faire faillite. Et méchante de les voir faire faillite, mais ça me fait un peu de peine quand même, parce que moi j'aime beaucoup l'opérette en l'occurrence, et il se trouve que la Gaieté Lyrique était aussi appelée le temple de l'opérette. C'est l'un des lieux où on jouait de l'Offenbach et autres pièces absolument charmantes qui expriment l'esprit français. Donc le voir ainsi occupé, faire faillite, etc. Bon, en fait, ça faisait longtemps qu'on ne faisait plus. Non, parce que si vous voulez, j'ai le programme, Xavier Van Leer. En 2024, c'était Migration et elle, sur la place des femmes dans les flux de l'immigration. Migration, une chance pour la France. Discussion avec Benoît Hamon. Ou un programme d'atelier avec DJ set pour le Refugees Day, donc, et ainsi que la fresque de la migration. Qui devait se tenir jusqu'au 15 janvier si les migrants avaient bien voulu partir. La place des femmes dans la migration, c'est quoi le concept? C'est intéressant. J'en sais rien. Je ne suis pas allé au spectacle dans les bateaux de 50-50 femmes, 50% hommes. Alors, moi, sinon, on vous accueille un peu moins bien. La place des femmes dans la migration, j'en ai personnellement eu des échos alors que j'étais reporter il y a bien longtemps. Et il se trouve que j'avais eu vent de choses épouvantables, des récits comme ça de réfugiés. Alors généralement, on vous réserve toujours le bon petit récit émouvant qui donne envie d'accueillir Boubacar et tous les autres. Et Kevin, exactement. C'est les supporters anglais. Et là, c'était l'histoire quand même de femmes qui avaient été embarquées. Donc elles sont très très peu. Généralement, le migrant de base, c'est un homme jeune,
pour qui le village ou la communauté se cotise pour qu'ils ramènent des millions et des bracelets en or massif au pays. Mais apparemment, on en voit aussi des femmes. Et là, à bord, les rescapés donc racontaient que certaines femmes avaient d'un seul coup vu leur dette doubler. C'est-à-dire qu'elles devaient payer 2 000 ou 5 000 euros. Et d'un seul coup, on disait, en fait, tu n'as pas payé, donc il faut que tu payes. Ou bien maintenant, ta dette, elle double parce que je l'ai décidé à bord. Et pour payer leur dette, elles servaient d'esclaves sexuels sur les embarcations. Et si elles n'étaient pas d'accord, elles étaient jetées à la mer et elles mouraient. Elles étaient tuées, assassinées. Donc voilà, la place. Je ne sais pas si le spectacle évoquait cette situation Ils ont dû l'oublier. particulière. Oui, quelque chose me dit que ça n'a pas dû. On n'a pas tous les codes culturels. Exactement. Oh pardon, voilà, c'est immonde. Vous ne devriez pas me faire rire comme ça, Richard. Vous êtes dégueulasse. Ok. Alors, il nous reste un sujet, sauf si on a des messages auditeurs. Un auditeur disait, quand vous parlez de blancs riches pour les catholiques en Algérie, n'oubliez pas les noirs qui sont en partie chrétiens. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont les ONG ont traité cette question d'un point de vue purement statistique et de se rendre compte que la plupart des gens qui fréquentent les églises à Alger, en fait, c'est une communauté d'expatriés. D'expat, ouais. Mais bien Et sûr. c'est pour ça qu'ils ne sont pas persécutés comme les protestants. Voilà. Alors que les protestants sont férocement persécutés en Algérie. Un autre auditeur nous dit que beaucoup d'églises protestantes en Algérie ou ailleurs font du prosélytisme avec l'appui et le pilotage des anglo-saxons. L'Église catholique sait tenir son rang et sa place sans faire de vagues. Ne pourrait-on pas se réjouir ? Non, je trouve que l'Église catholique qui décide de ne pas faire de vagues, de ne pas convertir, autrement dit, l'Église catholique qui prétend, à juste titre, que Dieu est amour et que c'est elle qui détient la meilleure des voies pour que les gens puissent vraiment ressentir cet amour et que cet amour illumine leur vie et qui décide que non, finalement, on va fermer les portes, c'est une contradiction absolument abominable. Et là aussi, une fois qu'on a arrêté de rire, on se dit, mais à quel moment quelqu'un peut prétendre que l'amour de Dieu existe et interdire à celui qui est prêt à le ressentir de pouvoir véritablement en jouir avec la manière catholique de présenter la chose que par ailleurs l'Église catholique promeut auprès de populations moins dangereuses. C'est quand même aberrant. Moins dangereux pour le prosélytisme et donc moins dangereux pour le prosélyte. Il y a un petit, comment dirais-je, petite remarque, un petit bémol, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a une dimension très politicienne quand même dans l'évangélisation des protestantes, qui fait qu'ils sont très facilement vus comme des agents des États-Unis, enfin que les convertis notamment sont vus comme finalement des occidentaux à peau noire. Et l'Église catholique, enfin les catholiques ont peut-être une manière d'être présents, de témoigner, voire d'évangéliser, qui est moins directe et qui consiste aussi à protéger la population sur place, parce que vraiment, quand les musulmans pleins d'amour, de paix, de tolérance oublient qu'ils sont une religion de paix, d'amour et de tolérance, généralement ils persécutent et ils tuent les chrétiens. Alors vous avez évidemment raison, il y a ce souci charitable de ne convertir personne parce qu'ils risquent leur vie, mais d'un autre côté, il y a aussi ce cardinal récemment nommé par le pape François qui a fait la théorie de la non-conversion, comme quoi cette conversion ne sert à rien. Ah bon ? Oui. Ça, j'ai pas vu. Voilà, c'est ça qui est... Et c'est une fois de plus, c'est le président de la conférence épiscopale pour l'Afrique de l'Est. L'Afrique du Nord, pardon. Oui, ça c'est assez phénoménal en effet. Xavier Van Lier, un mot là-dessus ? Non, déjà tout dit. Tout a été dit. Bon, eh bien écoutez, on va passer à Vincent Lindon maintenant, c'est quand même un sujet important. On n'aura pas le temps de parler du Puy du Fou, mais bon, c'est pas très grave. En plus, on en reparlera la semaine prochaine, c'est à nouveau à l'étude. Donc c'est le nouveau film de Muriel et Delphine Coulin, où Vincent Lindon joue le rôle principal, donc qui est celui de Pierre, qui est un cheminot qui a été de tous les combats syndicaux de gauche depuis 30 ans, et qui prend en plein visage une révélation assez difficile à admettre pour lui. Son fils, Fus, donc pas Rufus, ni je ne sais quoi, Fus, qu'il a élevé dans le respect des valeurs évidemment de fraternité, de solidarité, d'antiracisme, d'ouverture à l'autre, etc., a basculé à droite, mais alors vraiment tout à fait à droite. Genre skinhead, quoi, voilà. Donc, je n'ai pas vu le film, ça m'empêchera pas d'en dire du mal, mais est-ce que vous, je vous pose cette question, que pensez-vous d'abord de ce pitch, comme on dit, de ce résumé, et puis surtout, que feriez-vous si vous-même, vous aviez des enfants d'extrême droite ? Tiens, Xavier va en lire. Pourquoi il rit ? C'est une question grave, sérieuse, et qui mérite... Je crois pouvoir dire que j'ai des enfants
d'extrême droite. Et je m'en félicite, mais ils ne sont pas du tout du même modèle que le FUS de ce film. Donc, voilà, non, mais c'est ce qui est pathétique dans ce film. Après tout, finalement, ça pourrait être un vrai sujet. En fait, c'est un vrai sujet, oui. En Moi, fait, c'est un vrai sujet. si on me disait que mes enfants risquent d'être d'extrême gauche, honnêtement, voilà, ça me foutrait les jetons. Voilà, donc voilà, on peut faire Quand un même. film sur la transmission des valeurs, la douleur de ne pas voir ces valeurs transmises ou accueillies par ses enfants. Tout ça, ce sont des... Voilà, c'est Un vrai sujet. Ouais. Par ailleurs, le film là ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de droitisation de la société et d'une grande partie de la jeunesse, notamment dans la France dite périphérique où j'habite. Et donc, il est évident que beaucoup d'enfants et de gens qui étaient autrefois de gauche, dans des familles de tradition de gauche, adorent faire des selfies avec Jordan Bardella. Voilà, ça c'est une réalité. En revanche, ce qui est absolument pathétique, grotesque et pénible, c'est qu'il n'y a pas eu une véritable volonté d'illustrer ce sujet qui est un vrai sujet dans le film. Il y a une volonté de caricaturer, de stigmatiser, puisque en réalité, Le mot est lâché. Les gens jeunes qui basculent dans l'extrême droite, et surtout un amateur de foot et de baston. Donc en fait, il passe à côté du sujet. Il y aurait eu un vrai sujet, celui d'instituteurs ou de syndicalistes dont les enfants votent RN, etc. C'était un vrai sujet qui correspond à une réalité. Mais là, bon, en fait, ils n'abordent pas ce thème qui est délicat pour eux, ils le flinguent en réalité, ils le flinguent pour se rassurer. Et ils se rassurent avec de la caricature pour se dire qu'en fait, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet, dès lors que l'autre est juste un type violent et grotesque, eh bien... on ne dirige pas le regard et la compréhension sur ce phénomène, on explique au contraire qu'il ne faut pas le comprendre. Qu'il ne faut pas, oui. Alors Arthur de Vatrigan, qui à vos heures perdues est aussi critique de cinéma. Que pensez-vous? Avez-vous vu 15 films? Oui, bien sûr. Et en plus, il faut rajouter quand même le seul qui l'a vu. Lindon est un grand bourgeois, oui. Non, c'est un cheminot. Non, mais dans la vraie vie. Ah oui, non, bah, ça c'est autre chose. Non, c'est un cheminot, naissance, hein, oui. c'est un veuf. Il a 2 enfants, il y a le con et l'intelligent. Évidemment, c'est le con qui bascule à l'extrême droite, ou l'extrême droite, en effet, on a l'impression d'avoir des... C'est des types, en fait, qui, au crâne rasé, tout ça, et qui adorent les MMA, et qui sont tout ça dans des unes désaffectées. Alors, le MMA, c'est des sports de combat extrêmement violents dans des cages. Alors, violent, mais oui, c'est ça. Et après, bon, je maîtrise pas très bien le MMA, mais de ce que j'ai vu... pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne se battent pas dans des cages. Il n'y a pas qu'un public de nasillons dans le MMA, c'est bon, il fait sa caricature classique, mais ce qui est bien avec Lindon, c'est qu'il passe son temps, si vous voulez, à chaque fois sauver des enfants. Dans Welcome, il sauvait un immigré. Après, il y avait le fils. Dans le Boukrieff, il s'appelait... je retrouve... Comme un fils, voilà, c'est un réfugié syrien. Après, non, Welcome, c'est le réfugié syrien. Et Comme un fils, c'est le réfugié rome. À chaque fois, il fait la même chose. Et c'est en effet le gamin progressiste version coke, Vincent Lindon. Et à chaque fois, il porte sur ses épaules... son âme, c'est les valeurs de la République, Oscar Schindler, l'abbé Pierre, parce qu'il a quand même fait des trucs un peu chelous. Et puis il porte tout le malheur du monde à chaque fois avec ses yeux de cocker et puis sa voix qui marmonne sans articuler. Et c'est toujours la même chose. C'est fascinant, c'est que c'est un type, on n'arrive pas à le détester parce qu'il n'inspire pas grand-chose et on le renifle pas trop. Politiquement, il arrive toujours à se mettre au centre. Voilà. Oui. Mais il incarne toujours quand même le gentil qui n'est pas idéologisé, mais qui se bat toujours contre les furieusement idéologisés qui sont les nazis et l'extrême droite. Oui. Il n'y a jamais de surprise avec lui. Et c'est toujours les mêmes scénarios et toujours ce côté bien binaire, le blanc, le noir. Lui, toujours le côté, bien sûr, blanc, lumineux. Le noir, c'est toujours l'extrême, les heures sombres. Alors, est-ce que le film est bon à part ça? Mais nul. Ah. Mais non, il est nul, il est mauvais comme un cochon. Je vous invite à lire la très méchante critique de Christophe Despaux dans l'Incorrect, qui est un très très méchant critique, mais quand il est méchant, il est très très drôle. Et il est, voilà, en 1000 signes, il l'arrose comme il faut, mais de manière très juste. Voilà, c'est méchant, mais juste. Richard de Sèze. Non, je n'irai pas, mais pour les raisons précises qu'a dénoncé Arthur de Vatrigan, c'est-à-dire Vincent Lindon est abonné à un personnage de père la misère, douloureux et écorché. On a l'impression d'une espèce de mauvais scénario de série policière où il y a toujours un flic qui est complètement cabossé par la vie. Et à chaque fois, les péripéties sont abracadabrantes. C'est-à-dire, aucune de ces histoires, comme le soulignait Xavier Van der Linden, n'essaye d'être à un moment donné quelconque crédible.
Alors évidemment, Vincent Lindon est toujours crédible Ni quand même il joue réellement le gueux. questionnante pour parler de gauche. Parce Mais que, oui, mais il y a à chaque fois, voilà, c'est dans les 10 minutes d'un film de Lindon, on sait qu'il y a le gentil, on sait qu'il y a le méchant, on sait que le gentil est persécuté, on sait que le méchant est le persécuteur, et on sait que Vincent Lindon se rangera du côté du gentil et dans un accueil inconditionnel acceptera toutes les bizarreries du gentil. Parce que c'est quelqu'un de gentil, et que le méchant, au contraire, emporté par sa folie meurtrière et négative, passera dans une spirale qui l'emmènera jusqu'au tréfonds de la bassesse. Extrême droite. Mais oui, c'est la même chose. Ah oui, c'est vrai, Pierre j'ai Alexandre. oublié. Excusez-moi. Bon, alors, je ne vous inflige pas ma question, mais je vais y répondre moi-même. J'avoue que ça posait quand même ce vrai sujet de la transmission. C'est pour ça que je l'ai lâchement posé à Xavier Van Lierde. Mais la transmission des parents à leurs enfants, c'est quand même un authentique sujet. J'aurais bien aimé, à la limite, voir ça, c'est effectivement, si l'enfant était passé chez Bardella ou Marine. Parce que si moi, ma fille devait un jour me faire un truc pareil, j'avoue que je ne pense pas que je le prendrais bien. Ça remettrait en question profondément... ça nous remet en question au plus profond de nous, quoi. C'est quand même Qu'est-ce quelque que chose vous avez d'extrêmement grave. raté? Exactement, oui. De la même manière, si un jour... Alors, je suis évidemment, moi aussi, plein d'amour, de tolérance et d'ouverture, mais si elle me ramène un noir ou un arabe, j'avoue que, malgré ma tolérance et mon ouverture, je serais un peu moins à l'aise que si c'était autre Mais chose. si quoi. c'est les mêmes codes culturels. Oui. Sur le Il nous reste sujet, 30 secondes, oui. Oui, alors c'est quand même un sujet, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que si ce film sort, c'est aussi parce qu'il est un véritable phénomène. Et sur le même sujet, je regardais sur Internet à l'instant, il y a un reportage d'Arte que je n'ai pas vu, donc je ne le recommande pas. Tant mieux. France 2, la jeunesse n'emmerde plus le RN. Voilà, ça prouve que Oui. c'est un sujet. Initialement, il y avait un très beau documentaire, mais qui date un petit peu, qui s'appelait La Cravate. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, absolument. Très très Oui. beau documentaire. Très joli documentaire. Très étonnant. Qui, lui, se penchait avec beaucoup de bienveillance et un véritable souci de comprendre le parcours d'un jeune de milieu populaire qui militait au RN et qui se retrouve du coup montant dans les hiérarchies Dans de ce l'organigramme, parti, oui. de porter une cravate, d'où le nom du documentaire. Très très beau documentaire et qui est fait un peu dans la veine des anciens striptease. Eh bien, sur cette Exactement. bonne nouvelle, je vous coupe, Xavier Van Lierde, parce que l'émission touche à sa fin. Merci Richard de Sèze, Arthur de Vatrigan, Adrien Renoir et Xavier Van Lierde. Merci à Virginie aux manettes, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la réinformation.